La chose la plus cruelle qu'une personne puisse faire n'est pas de vous frapper. C'est d'organiser une blague à vos dépens. Une blague préparée avec un soin tel qu'elle vous arrache le peu de dignité auquel vous vous accrochez encore. Quand sa belle-mère la força à monter dans une voiture en direction du duc de Westland, tristement célèbre pour sa cruauté, c'était censé être la grande blague de la saison. Elle était censée être chassée de sa maison sous les moqueries et déchiquetée dans les journaux. Au lieu de cela, elle entra dans son bureau, trempée et tremblante, et il fit la seule chose qu'elle n'avait jamais anticipée. Il lui tira une chaise. La pluie battait contre la vitre fragile du fiacre de location, transformant les verts vifs de la campagne en un violet boueux et meurtri. Nora Hawthorne était assise, rigide, sur le siège en cuir craquelé, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait 24 ans, mais ses yeux, d'un gris ardoise et usé, appartenaient à une femme 2 fois plus âgée. Sa cape était en laine, bleu marine foncé, et inutile contre le mauvais temps. L'humidité avait traversé ses épaules des heures plus tôt. En dessous, sa robe était d'une mousseline grise délavée, rapiécée 3 fois le long de l'ourlet. Ce n'était pas la robe d'une femme rendant visite à un duc. C'était la robe d'une gouvernante, d'une vieille tante célibataire, le fantôme d'une femme errant en marge d'une famille, qui n'avait que faire d'elle. Nichée dans son réticule se trouvait une lettre scellée de la lourde cire pourpre de sa belle-mère, Lady Agatha. Nora repensa à la matinée. Encore une fois, le tintement des cuillères en argent contre la porcelaine dans la salle du petit déjeuner. L'odeur des scones chauds et beurrés qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Agatha, enveloppée dans de la soie rose, lui tendit le parchemin avec un sourire qui dépassait à peine ses dents. Le duc de Westland a écrit « Nora ». Agatha avait menti, sa voix mielleuse et fausse. Il cherche une épouse au tempérament calme. J'ai répondu en votre nom. Vous devez vous rendre à Rookwood immédiatement. Ne traînez pas. Un duc n'attend pas. Derrière Agatha, ses 2 filles, Clara et Jane, avaient pressé leurs serviettes contre leur bouche pour étouffer leur rire. Nora n'était pas dupe. Elle savait qu'Alistair Radcliffe, le duc de Westland, ne cherchait pas d'épouse. C'était un reclus. Un homme revenu de la péninsule, avec une mauvaise boiterie. Il avait un tempérament féroce et un profond mépris pour la bonne société. Il passait ses journées à gérer ses vastes fermes et à élever des chiens de chasse. Il était connu pour renvoyer les vicomtes de ses portes. Il n'avait très certainement pas écrit à Agatha Hawthorne pour implorer la main de sa belle-fille sans le sou. C'était un piège, une humiliation conçue dans les moindres détails. Agatha avait probablement écrit une lettre si ridiculement présomptueuse, si imprégnée d'un désespoir déplacé, que le duc entrerait dans une fureur noire. Il jetterait Nora dans la boue, et le lendemain, Agatha s'assurerait que les chroniques mondaines de Londres aient tous les détails. La vieille fille désespérée des Hawthorne, renvoyée aux portes de Rookwood après s'être jetée sur un duc. Cela scellerait la mort sociale de Nora. Cela garantirait qu'elle ne pourrait jamais échapper à la maison d'Agatha, la condamnant à une vie de labeur non rémunérée, à tenir les registres et à raccommoder le linge pendant que les vraies filles dansaient à tous les bals. Le fiacre heurta une ornière, faisant claquer les dents de Nora. Elle ravela le goût métallique du sang là où elle s'était mordu la langue. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu demander au cocher de faire demi-tour ou de la conduire à une auberge. Mais elle n'avait que 4 shillings en poche. Fuir demandait de l'argent. Survivre demandait de l'endurance. Elle avait supporté Agatha pendant 10 ans, depuis la mort de son père. Elle pouvait bien supporter un aristocrate furieux. La voiture ralentit, ses roues crissant sur une épaisse allée de gravier. Nora essuya la buée sur la vitre. Rookwood s'élevait de la tempête. Ce n'était pas le palais immaculé et manucuré qu'on imagine d'un duché. C'était une créature ancienne et tentaculaire de pierre sombre, alourdie par le lierre et ombragée par d'énormes chaînes tordues. L'endroit ressemblait précisément au genre de lieu où un homme pourrait se retirer pour haïr le monde en paix. La voiture s'arrêta brusquement. Le cocher, un homme à l'air misérable avec un chapeau trempé, ne prit pas la peine d'ouvrir la porte. Nora l'ouvrit elle-même, descendant dans 2 centimètres de boue gelée. Le froid traversa aussitôt ses fines bottes de cuir. Elle paya au cocher son dû, 3 de ses 4 shillings, et regarda le fiacre faire demi-tour et s'éloigner bruyamment sur la longue allée, la laissant complètement seule sous la pluie battante. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nora monta les larges marches de pierre.
Elles étaient glissantes de mousse sur les bords. Elle souleva le lourd heurtoir en fer en forme de tête de chien de chasse et le laissa tomber. Il frappa avec un bruit sourd et résonnant qui traversa la lourde porte en chêne. Pendant un long moment, rien ne bougea, seulement le bruit de la pluie tambourinant sur sa capuche. Puis les serrures tournèrent. La lourde porte s'ouvrit en grinçant, révélant un hall d'entrée caverneux, éclairé par des appliques vacillantes. Un majordome se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était grand, mince et impeccablement vêtu de noir, bien que son visage portât le même air usé et épuisé que le domaine lui-même. Il regardait Nora, sa cape dégoulinante, ses bottes boueuses. Il n'avait pas l'air impressionné, ni surpris. Il avait simplement l'air d'avoir attendu. « J'ai une lettre », dit Nora, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. Elle n'essaya pas de paraître grandiose. Elle n'essaya pas de sourire. Elle plongea la main dans son réticule, sortit le lourd parchemin scellé de cire pourpre et le tendit. De la part de Lady Agatha Hawthorne, pour sa grâce, le duc de Westland. Les yeux du majordome se posèrent sur le sceau. Un léger resserrement autour de sa bouche fut le seul signe de son mécontentement. Il ne prit pas la lettre. « Sa grâce ne reçoit pas de visiteurs. J'en suis consciente, » dit Nora d'un ton égal. Une goutte d'eau glacée glissa de son nez et tomba sur le parchemin. « Je ne suis pas une visiteuse. Je suis une livraison. Si vous me renvoyez, je resterai simplement sur vos marches jusqu'à ce que je gèle, auquel cas vous devrez déplacer mon corps. Et je vous assure que je suis plus lourde que je n'en ai l'air. » Le majordome cligna des yeux. C'était un clignement lent et délibéré. Puis il s'écarta. « Attendez ici. » Il se tourna et marcha le long du long couloir ombragé, ses pas étouffés par le tapis persan usé. Nora ne bougea pas. Elle resta exactement là où elle était, laissant l'eau s'accumuler autour de ses pieds sur le sol de marbre froid. Elle se prépara. L'explosion ne tarderait pas. Elle passa mentalement en revue ses dernières défenses. Le stoïcisme, le silence et l'apathie totale d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. 10 minutes passèrent. Le froid du hall d'entrée s'infiltra dans les os de Nora. Il provoqua un léger tremblement dans ses mains. Elle les serra fort pour cacher le tremblement. Quand le majordome revint, il ne portait ni plateau d'argent, ni regret poli. Il lui fit simplement signe de le suivre. Nora marcha derrière lui, ses bottes mouillées couinant faiblement contre le sol. L'intérieur de Rookwood était sombre. L'air sentait le vieux papier, la cire d'abeille et la terre humide. Il n'y avait pas de miroir doré. Pas de fragile chaise française. Le mobilier était en acajou sombre et lourd, construit pour durer des siècles. Il correspondait à l'homme qu'elle s'apprêtait à rencontrer. Le majordome s'arrêta devant une double porte. Il en ouvrit une et annonça « Mademoiselle Nora Hawthorne, votre grâce ». Nora entra. Le bureau était immense, tapissé du sol au plafond de livres qui semblaient bien trop lus. Un feu rugissait dans l'immense cheminée, menant une guerre perdue contre le froid humide de la pièce. Derrière un bureau tentaculaire en chêne était assis Alistair Radcliffe. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Il était penché sur un grand registre, une plume grattant furieusement sur le papier épais. Il ne portait pas de veste. Sa chemise de lin était ouverte au col, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et maculés d'encre noire. Ses cheveux sombres étaient trop longs et en désordre, comme s'il y avait passé les mains une douzaine de fois. Il ressemblait moins à un duc qu'à un docker tenant ses comptes. « Laissez la lettre sur le bureau, Bates », dit Alistair, sa voix un baryton grave et rauque qui vibra dans la poitrine de Nora. Il n'avait toujours pas levé les yeux. « Et demandez à quelqu'un d'apporter plus de bois. Ce n'est pas un messager, votre grâce », répondit doucement Bates. « C'est la dame elle-même. » Le grattement de la plume cessa. Alistair leva lentement la tête. Ses yeux étaient d'un ambre pâle surprenant, contrastant avec les angles durs de son visage. Une fine cicatrice déchiquetée courait de sa tempe gauche jusqu'à la barbe naissante le long de sa mâchoire. Il regarda Nora. Il vit l'eau dégoulinant de sa capuche. Il vit la flaque s'étendant sur le précieux tapis antique sous ses pieds. Il vit la ligne pincée et exsangue de ses lèvres et la rigidité de ses épaules. Nora le dévisagea. Elle tendit la lettre, sa main tremblant légèrement, malgré tous ses efforts. « Lisez-la, pensa-t-elle. Lisez-la, riez, criez, et jetez-moi dehors. Finissons-en. » Alistair posa soigneusement sa plume. Il se leva.
C'était un homme grand, aux larges épaules, et quand il contourna le bureau, Nora remarqua la traînée prononcée de sa jambe droite. Il ne prit pas la lettre. Au lieu de cela, il passa devant elle. Nora se raidit, s'attendant à ce qu'il ouvre la porte et lui ordonne de sortir, mais il se dirigea vers la cheminée. Il saisit le lourd fauteuil à oreilles tapissé de cuir près de l'âtre et le rapprocha du feu. Il racla bruyamment contre la pierre. Il se retourna vers elle. Il pointa un long doigt taché d'encre vers le fauteuil. « Asseyez-vous !» Nora cligna des yeux. L'ordre était sec, mais pas méchant. C'était le ton d'un homme s'adressant à un chien errant grelottant dans sa grange. « Votre grâce, la lettre ne sera toujours pas lue dans 5 minutes. Vous dégoulinez sur mon sol, mademoiselle Hawthorne. Asseyez-vous avant d'attraper une pneumonie dans mon bureau. Je déteste la paperasse, et une enquête du coroner gâcherait ma semaine. » Nora le fixa. Personne ne lui avait offert de chaise depuis 10 ans. Chez Agatha, Nora se tenait debout. Elle se tenait derrière la chaise d'Agatha au dîner. Elle se tenait debout pendant que les couturières ajustaient ses belles-sœurs. Elle se tenait debout, attendant les ordres. Ses jambes, lourdes et douloureuses à cause du froid, trahirent sa fierté. Elle se dirigea vers le feu. Elle n'enleva pas sa cape. Elle ne pouvait se résoudre à révéler la robe usée en dessous, mais elle s'enfonça dans le fauteuil en cuir. La chaleur des flammes la frappa comme un coup physique, envoyant un violent frisson à travers elle. Alistair l'observa un instant, ses yeux ambrés illisibles. Puis il prit le lourd tisonnier en fer et piqua les bûches, envoyant une pluie d'étincelles dans la cheminée. « Donnez-la-moi alors, dit-il, tendant la main sans la regarder. Nora sortit le parchemin humide de son réticule et le posa dans sa paume. Sa main était chaude. Le bref contact de ses doigts calleux contre les siens fut déconcertant. Alistair brisa le lourd seau de cire avec son pouce. Il s'appuya contre le manteau de la cheminée, la lumière du feu projetant de longues ombres dansantes sur son visage balafré, et commença à lire. Nora retint son souffle. Elle observait son visage pour le changement, le moment où son front se plisserait, le moment où sa lèvre se retrousserait de dégoût. Il lut la première page. Il tourna à la seconde. Son expression ne changea pas. Elle resta un masque d'épuisement ennuyé. Quand il eut fini, il ne la froissa pas. Il ne la jeta pas au feu. Il la replia soigneusement le long de ses plis d'origine et la tapota contre sa cuisse. « Votre belle-mère, » dit lentement Alistair, « est une femme remarquablement imaginative. » Les doigts de Nora s'enfoncèrent dans les accoudoirs du fauteuil. « C'est une femme cruelle, votre grâce. » L'imagination n'est qu'un effet secondaire. Alistair la regarda vraiment cette fois. Il ne vit pas une jeune fille rougissante prise dans un malentendu. Il vit la posture défensive, l'inclinaison cynique de son menton, la façon dont elle croisait son regard sans une trace de larmes. « Elle écrit ici, dit Alistair d'une voix plate, que vous nourrissez une passion profonde et dévorante pour moi, que vous avez pleuré sur mon portrait, et qu'elle, en tant que mère dévouée, ne pouvait plus supporter de vous voir vous languir. Elle me supplie de vous prendre comme épouse ou comme maîtresse. Elle semble totalement indifférente à la question, tant qu'elle est débarrassée de vous. » Nora ferma les yeux une brève seconde. L'humiliation était un charbon ardent dans son estomac, mais elle força ses yeux à s'ouvrir. Elle garda sa voix stable. « Il n'existe aucun portrait de vous dans sa maison, votre grâce. S'il y en avait un, je suis sûr qu'elle l'aurait utilisé pour effrayer les servantes. » Un son rauque et brusque s'échappa de la poitrine d'Alistair. Il fallut un moment à Nora pour comprendre que c'était un rire. Il était rouillé, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis des années. « Alors » murmura Alistair en regardant la lettre. « Une blague ? Oui. Une performance ? Oui. Elle s'attendait à ce que vous lisiez ceci, que vous entriez dans une rage folle et que vous me jetiez dehors dans la tempête. Elle s'attendait à ce que vous retourniez en ville à pied dans la boue, ruiné et humilié. » Nora déglutit difficilement. Elle s'attendait à ce que vous donniez le mot de la fin, votre grâce. Je ne suis que l'accessoire. Le silence dans la pièce s'étira. L'horloge sur le manteau de la cheminée tic-taquait bruyamment. Le feu crépitait. Alistair se détacha du manteau de la cheminée. Il retourna à son bureau, jeta la lettre sur le bois poli et se pencha en avant sur ses poings, la fixant à travers la pièce. « Et vous, qu'attendiez-vous, mademoiselle Hawthorne ? Je m'attendais à ce que vous soyez un homme à la hauteur de votre réputation,
dit Nora sans détour. Je m'attendais à des cris. Je ne m'attendais pas à une chaise. La mâchoire d'Alistair se contracta. Il regarda l'ourlet mouillé de sa cape, la boue sur ses bottes bon marché. Il regarda les cernes sombres sous ses yeux. « Je suis un homme à la hauteur de ma réputation », dit-il doucement. « Mais je ne supporte pas les imbéciles, et je ne me donne pas en spectacle sur commande pour des femmes mesquines qui espèrent divertir leur cercle de thé. » Il tendit la main et tira le lourd cordon de velours de la sonnette près de son bureau. « Que faites-vous » demanda Nora, son cœur battant à un rythme effrayé. « J'appelle pour le thé, dit Alistair, en se rasseyant dans son lourd fauteuil de bureau. Et ensuite, mademoiselle Hawthorne, nous allons écrire notre propre lettre. » Quand Bates revint, il ne montra aucune surprise à la demande d'un service à thé copieux pour deux. Il hocha simplement la tête et disparut, revenant quelques minutes plus tard avec un énorme plateau d'argent chargé de théières fumantes, de roast-beef en tranches, de pain à la croûte épaisse et de fromage fort. Alistair fit un geste vers une petite table près du feu. « Mangez. » Nora fixa la nourriture, son estomac se contractant violemment à l'odeur de la viande rôtie. Elle n'avait pas mangé depuis un maigre bol de porridge à queue la veille. La fierté exigeait qu'elle refuse. La survie exigeait qu'elle mange. Elle se leva, se dirigea vers la table et versa le thé. Elle se prépara une assiette, gardant ses portions petites, polies. « Ne soyez pas ennuyeuse, » dit Alistair de son bureau, sans lever les yeux d'un nouveau registre qu'il avait ouvert. « Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. De toute façon, les chiens ont les restes, et ils sont déjà bien trop gras. » Nora le regarda. Elle prit une épaisse tranche de bœuf, la plia sur un morceau de pain et en prit une bouchée. C'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Elle mangea d'abord mécaniquement, puis avec une intention concentrée, absorbant les calories dont son corps avait si désespérément besoin. Alistair travailla en silence pendant 20 minutes, lui accordant la dignité d'ignorer sa faim. Ce n'est que lorsqu'elle posa sa tasse qu'il ferma son registre et se pencha en arrière. « Parlez-moi de Lady Agatha » ordonna-t-il. Nora s'essuya la bouche avec une serviette en lin. La chaleur de la pièce et la nourriture dans son ventre avaient calmé les violents tremblements de ses membres, laissant derrière elle un épuisement clair et vif. « Il n'y a rien d'unique chez elle. Votre grâce, » dit Nora, sa voix plus forte maintenant. « Elle a épousé mon père pour son domaine. Il est mort avant de pouvoir garantir ma part. Elle m'a gardé parce qu'une servante que l'on n'a jamais à payer est économiquement avantageuse. Je tiens les comptes. Je gère la maison. Elle me déteste parce que je ressemble à ma mère et parce que je ne pleure pas quand elle m'insulte. Et la lettre? J'ai 24 ans. Mes belles-sœurs approchent de leur début. Une demi-sœur célibataire dans la maison est une horreur, mais me jeter dehors sans provocation aurait mauvaise presse auprès de ses amis de la haute société. Elle avait besoin d'un scandale. Elle avait besoin que je sois l'architecte de ma propre ruine. D'où la lettre. Nora regarda le feu. Demain matin, tout Londres croira tranquillement que j'ai souffert d'une crise de folie des grandeurs, que je me suis rendu à Rookwood sans y être invité et que je me suis jeté sur le duc de Westland. Je serai folle, pathétique et totalement inemployable. Elle sera la belle-mère martyre qui a essayé de m'aider. Alistair écouta, son visage sans expression. Il reprit la lettre d'Agatha, la tournant dans ses mains. C'est une stratégie maladroite, nota-t-il sèchement. Elle repose entièrement sur mon prétendu manque de contrôle. Si je ne vous jette pas dehors sous la pluie, tout son récit s'effondre. Vous êtes notoirement peu coopératif, votre grâce. La bouche d'Alistair tressaillit. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais ce n'était pas non plus une grimace. Je suis sélectivement coopératif, mademoiselle Hawthorne. Je réserve simplement ma coopération pour les choses qui ne m'ennuient pas à mourir. La société m'ennuie. La cruauté mesquine m'ennuie. Il se leva et se dirigea vers le feu, tirant une seconde chaise en face de la sienne. Il s'assit lourdement, étirant sa jambe droite abîmée vers l'âtre, avec une grimace qu'il cacha rapidement. « Vous avez dit que vous teniez les comptes du domaine de votre père. »« C'est exact. Êtes-vous compétente ?» Nora le regarda dans les yeux. « Je suis précise. J'ai trouvé 3 erreurs que le régisseur a commises le trimestre dernier. Elles nous auraient coûté 200 $. Agatha l'a renvoyé et m'a fait reprendre ses fonctions, sans son salaire, naturellement. » Alistair posa ses coudes sur ses genoux, se penchant vers elle. La lumière du feu attrapa l'ambre de ses yeux, les faisant ressembler à du silex frappé.
Mon régisseur a démissionné il y a 3 jours. Il me volait. Je l'ai attrapé, je lui ai cassé le nez et je l'ai jeté hors de la propriété. Les registres sur ce bureau sont un désastre qui s'étend sur 3 comtés. Nora cligna des yeux. Elle regarda de lui aux piles imposantes de papier sur le bureau en chaîne. « Vous m'offrez un poste, votre grâce? Je vous offre une contre-attaque, corrigea Alistair, sa voix tombant à un murmure bas et intense. Lady Agatha s'attend à ce que je vous renvoie en disgrâce. Et si, au lieu de cela, je ne vous renvoyais pas du tout? Le souffle de Nora se coupa. Je ne comprends pas. Votre belle-mère vous a envoyé ici en prétendant que vous deviez être mon épouse. Si je vous renvoie, elle gagne. Mais si vous restez à Rookwood, si je vous engage comme régisseur, un poste que vous exercerez à huis clos, elle ne pourra pas prétendre que vous avez été rejeté. Elle prétendra que je suis votre maîtresse, dit Nora sans détour. Le scandale sera pire. Qu'elle le fasse, dit Alistair avec dédain. Que vous importent les opinions d'une société qui n'a fait que vous regarder mourir de faim dans un coin. Ici, vous aurez un salaire, $50 par trimestre. Vous aurez une chambre au sec, 3 repas par jour, et la solitude absolue de ma bibliothèque. Vous remettrez mes registres en ordre. Je vous donnerai un sanctuaire. Il fit une pause, ses yeux se plissant légèrement, alors qu'il la regardait absorber tout cela. Et quant à Lady Agatha, continua Alistair, un ton sombre et dangereux entrant dans sa voix. Je lui écrirai une lettre. Je la remercierai abondamment pour son généreux cadeau. Je lui dirai que je vous ai trouvée entièrement satisfaisante et que vous avez décidé de rester à Rookwood indéfiniment. Je laisserai la nature exacte de votre séjour à son imagination fiévreuse. Qu'elle essaie d'expliquer ça à son cercle de thé. Nora fixa le duc. Il n'était pas un prince charmant. C'était un homme cynique, blessé, irritable, qui avait besoin d'un comptable. Et pourtant, assis dans son bureau sombre sentant la fumée de bois, lui offrant les outils pour démanteler le piège de sa belle-mère de l'intérieur, il était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. $50 par trimestre, répéta lentement Nora. Et vous ne devez pas toucher à mes chiens. Ils mordent les étrangers. Je n'aime pas les chiens de toute façon. Alistair la regarda. Un sourire sincère et réticent se dessina sur son visage balafré, le transformant complètement. Les lignes dures se dissolurent, révélant le fantôme de l'homme beau et plein de vie qu'il avait été avant la guerre. « Je pense, mademoiselle Hawthorne, dit doucement Alistair, que Lady Agatha a fait une terrible erreur de calcul. » Nora regarda le feu, sentant la chaleur s'infiltrer enfin jusqu'à ses os. Elle pensa à Agatha attendant dans ses robes de soie le retour de la voiture avec une belle fille en pleurs. Elle pensa aux $50. Elle pensa au silence de la bibliothèque. « Avez-vous une plume, votre grâce ?» demanda Nora, croisant son regard avec une étincelle froide et vive dans ses yeux gris. « Je crois que nous avons une lettre à écrire. » La chambre qu'on lui donna se trouvait dans l'aile est, donnant sur le labyrinthe tentaculaire et mal entretenu des jardins potagers. Ce n'était pas une grande chambre d'amis, c'était une suite de gouvernantes, longtemps abandonnée, sentant légèrement la lavande séchée et la vieille poussière. Mais quand Nora se réveilla le lendemain matin, les lourdes couvertures de laine tirées jusqu'à son menton, elle ressentit une sensation si étrangère qu'il lui fallut plusieurs minutes pour la nommer. La sécurité. Personne ne criait. Aucune cloche ne sonnait pour exiger sa présence immédiate, pour lasser un corset ou chauffer un fer à friser. Il n'y avait que le bruit sourd et rythmé de la coupe du bois dans la cour en bas et le croassement lointain des corbeaux. Nora s'habilla de sa même robe grise délavée. Madame Gable, la gouvernante au visage sévère et à la posture de barre de fer, avait pris sa cape mouillée la veille. Elle fut retournée sur sa chaise ce matin, brossée pour enlever la boue et complètement séchée. Une courtoisie silencieuse et efficace qui en disait long sur le fonctionnement de Rookwood. Vous faisiez votre travail et vous surviviez. Elle trouva son chemin à travers les couloirs labyrinthiques jusqu'au bureau. La porte était entr'ouverte. Alistair était déjà là. Il était assis dans le même fauteuil que la veille, bien qu'il portât une chemise propre en lin écru épais. Un énorme lévrier irlandais, au pelage bringé, était couché sur ses bottes. La bête leva la tête quand Nora entra, laissant échapper un grondement bas et vibrant qui ressemblait à des pierres qui grincent. « Silence, Hector » murmura Alistair, sans lever les yeux de son journal. « C'est la nouvelle teneuse de registre. Mange-la et je te ferai faire les calculs. »
Hector reposa sa tête massive et laide sur les bottes en cuir avec un lourd soupir. Nora se dirigea vers le plus petit bureau qu'Alistair avait ordonné à Bates d'installer dans le coin. Il était nu, à l'exception de 3 piles imposantes de registres reliés en cuir, d'un bloc d'encre fraîche et d'une douzaine de plumes fraîchement taillées. « Par où souhaitez-vous que je commence, votre grâce ?» demanda Nora en prenant place. « Les registres des locataires de 1812, » répondit Alistair, en tournant une page de son journal. « Je soupçonne que le regretté M. Higgins empochait le surplus de céréales et le marquait comme pourri. Prouvez-le ou non. Faites simplement correspondre les chiffres à la réalité, mademoiselle Hawthorne. Je méprise la fiction dans mes comptes. » Nora ouvrit le premier livre. L'écriture était atroce, un gribouillage frénétique et arachnéen qui irradiait pratiquement la culpabilité. Elle prit une plume, la trempa et se mit au travail. Le silence de la pièce était entièrement différent du calme oppressant et hostile de la maison d'Agatha. Leur silence signifiait que quelqu'un écoutait à une porte. Ici, c'était simplement le produit de 2 personnes absorbées par leurs tâches respectives. Les heures s'écoulèrent. Les seuls bruits étaient le grattement des plumes, le crépitement du feu et le bruit sourd occasionnel d'Hector changeant de position. À 13 heures, Nora avait trouvé la première anomalie. 30 boisseaux de blé, dit-elle à voix haute. Sa voix semblait rauque, brisant le long silence. Alistair leva les yeux. « Pardon ? Récolte de 1812. Il a enregistré 300 boisseaux perdus à cause de la rouille dans la vallée inférieure. » Nora tapota la page avec la plume de son porte-plume. Mais dans le manifeste d'approvisionnement pour les chiens, il a enregistré l'achat de 80 boisseaux de céréales supplémentaires du comté voisin, en raison d'un faible rendement local. La vallée inférieure produit de l'avoine, pas du blé. Les champs de blé sont sur la crête est. Il n'y a pas eu de rouille sur la crête en 1812. C'était une année de sécheresse. On ne perd pas de blé à cause de la pourriture pendant une sécheresse. Alistair la fixa. Il posa lentement son journal. Il a vendu les 300 boisseaux. Nora continua, ses yeux balayant rapidement les colonnes, les chiffres s'emboîtant dans son esprit comme les pièces d'un mécanisme d'horlogerie. Il a empoché le profit, puis a utilisé les fonds du domaine pour racheter les céréales nécessaires pour les chenilles à un prix élevé auprès d'un fournisseur. Je vous garantis que le fournisseur est un de ses parents. Alistair se pencha en arrière dans son fauteuil. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air profondément, tranquillement satisfait. Son beau-frère possède le moulin dans le comté voisin, dit-il doucement. Voilà, dit Nora en tournant la page. On vous doit environ 400 $ pour cette seule année, votre grâce. Dois-je rédiger une lettre à votre avocat ou préférez-vous lui casser le nez une seconde fois? Alistair laissa échapper un rire sec et sincère. Hector sursauta, regardant son maître avec trahison. Rédigez la lettre, mademoiselle Hawthorne. Casser le nez était profondément satisfaisant, mais malheureusement, cela ne remplit pas les coffres. Nora trempa à nouveau sa plume. Comme vous voudrez. Ils travaillèrent tout l'après-midi. Bates apporta du thé et des viandes froides à 3 heures, les plaçant silencieusement entre les bureaux. Ils mangèrent sans parler. Nora réalisa avec une soudaine clarté qu'elle n'était ni traitée comme une dame de la maison, ni comme une servante. Elle était traitée comme une égale, une collègue. C'était le respect le plus enivrant qu'on lui ait jamais accordé. Au crépuscule, Alistair se leva. Sa jambe était raide d'être resté assis. Il s'appuya lourdement sur le bureau un instant avant de se redresser. « Assez pour aujourd'hui », ordonna-t-il. « Les chiffres seront toujours corrompus demain. Laissez-les. » Nora nettoya sa plume. « J'ai trouvé 200 $ de plus manquants dans les revenus de la forêt. »« Mademoiselle Hawthorne, » dit Alistair en boitant vers la porte. « Si vous n'arrêtez pas de travailler, je supposerai que vous appréciez la compagnie de mes registres plus que ce qui est strictement sain. Allez dans votre chambre. Le dîner est à 7 heures. Vous mangerez dans la salle à manger. » Nora s'arrêta. « Avec vous ?» Alistair s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il regarda par-dessus son épaule, la faible lumière faisant ressortir la cicatrice sur son visage. « J'emploie un régisseur. Je ne demande pas à mon régisseur de manger dans les cuisines. 7 heures. Ne soyez pas en retard. » Il sortit, le son lourd et inégal de ses pas résonnant dans le couloir. 3 semaines passèrent. La lettre à Agatha avait été expédiée le 2e jour de Nora. C'était un chef-d'œuvre de brièveté aristocratique, écrit de la main agressive d'Alistair. « Lady Agatha, j'accepte votre offrande. »
Mademoiselle Hawthorne convient tout à fait à mes besoins et restera à Rookwood. Votre préoccupation pour son avenir n'est plus requise. Westland. C'était ambigu. C'était scandaleux. C'était exactement le genre d'allumette à jeter sur le petit bois sec de la saison londonienne. Il recevait le courrier du matin tous les mercredis. Alistair l'utilisait généralement pour tapisser le fond des caisses de mise-bas dans les chenilles. Mais aujourd'hui, il l'apporta dans la salle à manger et le jeta sur la table à côté de l'assiette d'œufs de Nora. « Page 4 », dit-il en se versant une tasse de café noir. Nora prit le journal. Ses mains étaient stables. Elle tourna les pages fraîches et sentant l'encre. Là, niché entre la critique d'un opéra épouvantable et une publicité pour l'huile de Macassar, se trouvait la chronique mondaine. Les rumeurs tourbillonnent férocement autour d'un certain duc du Nord, longtemps absent de la ville, qui aurait recueilli une égarée. La belle-fille célibataire d'une veuve locale désespérée a été envoyée à son domaine pour une course et n'est mystérieusement pas revenue. La veuve prétend à des fiançailles secrètes. Le silence complet du duc suggère un arrangement d'une nature bien moins sainte. On frémit à l'idée de la réputation de la pauvre fille, bien qu'à son âge avancé. Peut-être que n'importe quel toit vaut mieux que rien. Nora le lut 2 fois. Elle plia soigneusement le journal et le posa à côté de sa tasse de thé. « Eh bien, dit-elle d'un ton neutre, je suis ruinée. »« Complètement, acquiesça Alistair en déchirant un toast en 2. « Est-ce que ça vous dérange ?» Nora regarda par les hautes fenêtres de la salle à manger. Le ciel était de la couleur du fer meurtri. La pluie menaçait à nouveau. Elle pensa à Clara et Jane, se pavanant probablement dans Hyde Park, chuchotant derrière leurs éventails, se prélassant dans la lueur de la chute spectaculaire de leur belle-sœur. « Une réputation est une monnaie, » dit Nora, regardant enfin Alistair. « Elle n'a d'importance que si vous avez l'intention d'acheter quelque chose avec. Je ne cherche pas un mari à Londres. J'audite vos comptes de bois. Les arbres ne semblent pas se soucier que je sois une femme déchue. » Les yeux d'Alistair brillèrent d'un amusement sombre. « Pragmatique jusqu'à la moelle. C'est comme ça que j'ai survécu. » Un coup sec et soudain à l'entrée principale brisa le calme du matin. Ce n'était pas le coup lourd et mesuré d'un locataire local. C'était frénétique, autoritaire et bruyant. Alistair fronça les sourcils. Il repoussa sa chaise. « Restez ici. Si c'est quelqu'un de votre belle-mère, ils sont là pour moi. Je ne me cache pas, votre grâce, » dit Nora en se levant. Alistair la regarda, sa mâchoire se contractant. Il ne discuta pas. Il fit un seul signe de tête sec, et ils se dirigèrent ensemble vers le hall d'entrée. Bates venait d'ouvrir la lourde porte en chêne. Debout sur la marche supérieure, l'air profondément misérable dans le vent humide, se trouvait Lord Harrington. C'était le cousin d'Agatha, un homme mince et avide, qui s'habillait bien trop jeune pour son âge et vivait des restes financiers d'Agatha. Il portait une redingote d'un vert violent, qui était actuellement tacheté de la boue tristement célèbre de Rookwood. Harrington bouscula Bates, repérant Nora immédiatement. « Nora » haleta-t-il, prenant une pause théâtrale de soulagement. « Dieu merci, je suis ici pour vous sauver de cette folie. Agatha est hors d'elle, le scandale. Prenez votre cape tout de suite. J'ai une voiture qui attend. » Il ne jeta même pas un regard au duc. Il tendit la main pour saisir le poignet de Nora. Avant que ses doigts ne puissent effleurer sa manche, une grande main profondément balafrée se referma sur l'épaule de Harrington. La force de la prise fit légèrement plier les genoux du petit homme. « Lord Harrington, je présume, » dit Alistair. Sa voix était un ronronnement bas et terrifiant. « Vous mettez de la boue sur mes sols. » Harrington se retourna, son visage pâlissant alors qu'il remarquait enfin la silhouette massive et imposante du duc de Westland. Alistair était plus grand d'une tête, 2 fois plus large, et possédait les yeux d'un homme qui avait tué des Français pour bien moins qu'un tapis uriné. « Votre grâce, Queena Harrington. » Il essaya de bomber le torse. « Je suis ici au nom de Lady Agatha Hawthorne. Cette situation est intenable. Vous avez retenu cette pauvre fille en otage, ruinant sa vertu pour contrarier sa famille. »« Otage » répéta Alistair. Il relâcha l'épaule de Harrington et fit un demi-pas en arrière, croisant les bras. Il regarda Nora. « Mademoiselle Hawthorne, êtes-vous une otage ?» Nora s'avança. Elle ne regarda pas la boue sur les bottes de Harrington. Elle le regarda droit dans les yeux.
Dites à Agatha, dit Nora, sa voix résonnant claire et froide dans le hall caverneux, que je suis employé ici. Je suis le régisseur de Rookwood. Je suis payé $50 par trimestre, ce qui est exactement $50 de plus que ce qu'elle ne m'a jamais donné. Je ne pars pas. Harrington resta bouche bée. Régisseur, ne soyez pas absurde, Nora. Les femmes ne gèrent pas les domaines. Vous êtes une vieille fille. Vous êtes une concubine. Le mot flotta dans l'air, laid et tranchant. Alistair ne cria pas. Il ne cligna pas des yeux. Il décroisa simplement les bras. Bates dit doucement Alistair. Oui, votre grâce. Le majordome se matérialisa de l'ombre. Lord Harrington s'en va. S'il n'est pas hors de ma propriété dans 3 minutes, lâchez les chiens. Les yeux de Harrington s'écarquillèrent de terreur pure. Il regarda Nora, puis le visage balafré et impitoyable du duc. Il ne dit pas un mot de plus. Il tourna les talons, sprintant presque hors de la porte, et descendant les marches de pierre vers sa voiture qui attendait. Bates ferma calmement la porte, tournant la lourde serrure en fer avec un claquement satisfaisant. Le silence revint dans le hall. Nora se tenait très immobile. L'adrénaline refluait, la laissant vider. Elle venait de rompre formellement, indéniablement, le seul lien familial qu'elle ait jamais connu. Elle était entièrement détachée. Alistair l'observait. Il vit le léger tremblement de ses mains avant qu'elle ne les cache dans les plis de sa jupe. « C'est un imbécile », dit Alistair d'un ton bourru. « Il l'est », acquiesça Nora, fixant la porte fermée. « Mais il a raison sur une chose. Je suis une vieille fille, et la société ne me verra jamais que comme une concubine maintenant. » Alistair s'approcha d'elle. Il ne la toucha pas. Il n'offrit pas de platitude vide. « La société », dit Alistair, sa voix tombant à un murmure rauque, est entièrement composée d'hypocrites qui noieraient leur propre mère pour une meilleure place à l'opéra. Vous êtes Nora Hawthorne. Vous avez démêlé 5 ans de détournement de fonds en 3 semaines. Vous avez tenu tête à un duc sous une tempête. Ne laissez pas un homme en redingote verte vous dire ce que vous êtes. Nora leva les yeux vers lui. Ses yeux ambrés et pâles étaient féroces, se fixant sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pour la première fois, elle ne vit pas un employeur. Elle vit un bouclier. « Retournons au registre, mademoiselle Hawthorne, » dit-il doucement. « Oui, votre grâce. » L'hiver frappa le Yorkshire non pas avec une douce rafale, mais avec un assaut brutal et humide. Le froid s'infiltra à travers les épais murs de pierre de Rookwood, rendant l'air intérieur vif et impitoyable. Pour Nora, cela signifiait travailler plus près de l'âtre dans le bureau, un épais châle de laine enroulé fermement autour de ses épaules. Pour Alistair, cela signifiait une agonie silencieuse et terrifiante. Elle remarqua le changement début décembre. La température chuta brusquement pendant la nuit. Quand Alistair entra dans le bureau le lendemain matin, son visage était cendré. Sa boiterie, habituellement une traînée lourde mais gérable, était prononcée, le forçant à s'appuyer lourdement sur le cadre de la porte avant de se diriger vers son bureau. Il ne parla pas. Il s'assit, ouvrit un registre et le fixa aveuglément pendant 3 heures. Nora l'observait du coin de l'œil. La tension qui émanait de lui était palpable. Elle remplissait la pièce comme de la fumée. À midi, elle pouvait entendre sa respiration saccadée et superficielle. « Votre grâce », dit-elle doucement. « Ne faites pas ça », claqua Alistair, sa voix tranchante. « Ne me parlez pas maintenant. » Nora ferma la bouche. Elle reconnut le ton. Ce n'était pas de la colère dirigée contre elle. C'était la fureur d'un animal piégé. Elle retourna à ses chiffres, mais sa concentration était complètement brisée. Quand Bates apporta le thé de l'après-midi, Alistair n'y toucha pas. Il essaya de se lever, peut-être pour se rapprocher du feu, mais sa jambe droite céda instantanément. Il se rattrapa au bord du lourd bureau en chêne, avec un sifflement de douleur violent et réprimé, renversant son encrier sur le sol. L'encre noire se brisa contre le bois, éclaboussant le tapis. Alistair jura. Une série de grossièretés vicieuses et gutturales qu'il avait probablement apprises dans les casernes d'Espagne. Il se laissa retomber dans son fauteuil, agrippant sa cuisse droite avec une intensité qui blanchit ses jointures. Sa tête était baissée. Nora se leva. Elle n'hésita pas. Elle n'appela pas Bates. Elle se dirigea vers l'âtre. Elle attrapa les lourdes pinces en fer et choisit une brique lisse et plate sur le côté de la cheminée,
la déplaçant directement sur les braises incandescentes. Puis elle alla au buffet, où Alistair gardait une carafe de brandy sombre et bon marché. Elle en versa 3 doigts dans un verre. Elle se dirigea vers son bureau. Elle contourna l'encrier brisé. Elle posa le brandy à côté de son poing serré. « Buvez !» ordonna-t-elle. Ce n'était pas une demande. Alistair leva les yeux vers elle, à travers le désordre emmêlé de ses cheveux sombres. Ses yeux ambrés étaient obscurcis par la douleur, sa mâchoire serrée par l'humiliation. Il détestait être vu comme ça. Il détestait la faiblesse. « Laissez-moi tranquille, Nora », dit-il d'une voix rauque. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Non. » Nora croisa les bras. « Vous ne m'êtes d'aucune utilité dans cet état. Et j'ai des questions sur la facture trimestrielle du forgeron. Buvez le brandy. » Il la foudroya du regard. Elle le fixa en retour, totalement imperturbable par sa colère. C'était une femme qui avait vécu sous le toit d'Agatha. Elle était immunisée contre les hommes qui faisaient des crises de colère. Lentement, sa main se détendit de sa cuisse. Il prit le verre et avala le brandy d'une seule gorgée brutale. Il toussa, l'alcool fort brûlant un chemin dans sa gorge. Nora retourna à l'âtre en utilisant les épais gants de cuir gardés près de la caisse à bois. Elle retira la brique chaude des braises. Elle l'enveloppa rapidement et fermement dans un épais morceau de flanelle qu'elle trouva drapé sur le panier à bois. Elle retourna vers lui. Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil. Alistair se raidit violemment. « Que faites-vous? Je vous traite comme un registre défectueux, votre grâce. Je résous le problème. » Sans demander la permission, Nora pressa la brique enveloppée de flanelle doucement, mais fermement contre l'extérieur de son genou abîmé. Alistair inspira brusquement. La chaleur sèche et brûlante pénétra son pantalon, rencontrant la douleur profonde, jusqu'à l'os, de l'ancienne blessure de mousquet. Cela ne la guérit pas, mais la chaleur força les muscles contractés qui le déchiraient à se détendre. Il s'affaissa dans son fauteuil, sa tête heurtant l'appui-tête en cuir, ses yeux se fermant. Le combat s'écoula de lui, ne laissant que l'épuisement. Nora resta agenouillée à côté de lui. Elle ne le toucha pas au-delà de tenir la brique en place. Elle n'offrit pas de pitié. La pitié était corrosive. C'était ce qui détruisait la fierté. Elle offrit simplement une présence calme et solide. Pendant 10 minutes, le seul son fut le crépitement du feu et le ralentissement progressif de la respiration d'Alistair. « Des éclats d'obus », dit soudain Alistair, sa voix épaisse et basse. Il n'ouvrit pas les yeux. « Victoria, ils ont retiré ce qu'ils ont pu. Mais l'os s'est brisé. L'humidité donne l'impression qu'il se brise à nouveau. « Mon père avait la goutte », dit doucement Nora, regardant le motif sur le tapis ruiné. Il criait si les draps du lit touchaient son pied. Nous utilisions des briques chaudes. Ça trompe les nerfs. Je ne crie pas. Vous y pensiez. Alistair ouvrit enfin les yeux et la regarda. Elle était agenouillée sur le sol, l'ourlet de sa robe grise s'imprégnant de l'encre noire renversée. Elle avait l'air tout à fait ordinaire. Elle avait l'air tout à fait magnifique. « Vous avez ruiné votre robe », fit-il remarquer doucement. Nora jeta un coup d'œil à la tache d'encre qui montait sur sa jupe. « C'était une robe laide. J'en ai une autre. Vous auriez dû retourner à Londres avec Harrington », murmura Alistair, le brandy analgésique le laissant sans défense. « Vous êtes assise dans une pièce glaciale, pressant des pierres chaudes sur la jambe d'un homme estropié, ruinant vos vêtements. » Nora déplaça légèrement la brique pour maintenir la chaleur uniforme. Elle leva les yeux, rencontrant ses yeux ambrés et pâles. L'armure cynique qu'elle portait si étroitement se fissura juste un peu, révélant le cœur profond et meurtri en dessous. « À Londres, j'étais l'accessoire d'une blague, » dit Nora, sa voix farouchement calme. « Ici, je suis nécessaire. Ne m'insultez pas en me disant que j'aurais dû choisir la première option. » Alistair soutint son regard. L'air dans le bureau changea. La lourde tension oppressante de sa douleur disparut, remplacée par quelque chose de complètement différent. Une gravité soudaine et vive qui resserra l'espace entre eux. Il tendit lentement la main. Sa grande main calleuse contourna la brique. Il posa ses doigts juste une seconde sur le côté de sa joue tachée d'encre. Son pouce effleura sa mâchoire. Le contact était incroyablement doux, un contraste frappant avec la violence de ses cicatrices et de son tempérament. « Non, dit Alistair, sa voix un murmure rauque. « Vous n'êtes pas une blague, Nora. Pas ici. » Le souffle de Nora se coupa. Elle ne se recula pas. Elle se pencha juste d'1 millimètre dans la chaleur de sa paume. La transaction était terminée.
La comédie qu'ils avaient montée pour tromper la haute société se fissurait. Dans la réalité sombre et tachée d'encre de Rookwood, ils avaient accidentellement construit quelque chose de réel. Janvier arriva avec les dents. Les landes entourant Rookwood gelèrent en un paysage déchiqueté et dur comme le fer, blanc de givre et mortel pour un cheval imprudent. À l'intérieur du manoir, le rythme s'était installé dans une cadence inébranlable. Petit déjeuner à 7 heures, registre à 8 heures, la compagnie calme et profonde de deux personnes qui avaient trouvé la forme exacte de leur propre brisure chez l'autre. Ils ne parlèrent pas de la soirée où Nora s'était agenouillée près de son fauteuil. Ils n'en avaient pas besoin. Le changement était dans l'architecture de leur journée. Alistair n'aboyait plus quand elle corrigeait ses calculs. Il grognait simplement et poussait l'encrier vers elle. Nora cessa de porter son lourd châle, faisant entièrement confiance à Bates pour maintenir le feu du bureau rugissant, précisément parce qu'Alistair avait menacé la vie de l'homme si mademoiselle Hawthorne était jamais autorisée à frissonner. Puis, un mardi, l'illusion de leur sanctuaire isolé vola en éclats. Nora additionnait une colonne de chiffres des tondeurs de moutons quand le lourd heurtoir de la porte d'entrée résonna dans le hall. Ce n'était pas un locataire. Les locataires utilisaient l'entrée de service. Alistair leva les yeux de sa correspondance, ses yeux pâles plissés. Bates s'en occupera, mais Bates ne s'en occupa pas. Des pas claquèrent vivement dans le couloir. Le staccato autoritaire et indubitable de talons en cuir coûteux exigeant l'attention. Les portes du bureau furent ouvertes à la volée sans frapper. Lady Agatha Hawthorne se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle était magnifique et totalement déplacée. Elle portait une pelisse de voyage en velours bordeaux profond, doublée de zibelines russes. Son visage était poudré, ses lèvres pincées en une ligne serrée et furieuse. Derrière elle, Clara et Jane se blottissaient comme des oiseaux effrayés aux couleurs vives, regardant avec de grands yeux l'intérieur sombre et imposant de Rookwood. Nora posa lentement sa plume. Le silence dans le bureau était absolu. Les yeux d'Agatha balayèrent la pièce. Ils passèrent outre les imposantes bibliothèques, le feu rugissant, et se fixèrent sur Nora. Elle observa la robe grise simple et soignée, l'encre sur le bout des doigts de Nora, et le petit bureau positionné avec soin près de celui du duc. Alors, siffla Agatha, sa voix dégoulinant de venin. C'est exactement comme on le dit. Vous avez transformé ma maison respectable en risée, et vous êtes assise ici à jouer la petite employée dans la boue. Alistair ne se leva pas. Il se pencha en arrière dans son lourd fauteuil en chêne, joignit ses doigts et fixa Agatha. Il la regarda comme il regardait un renard malade dans ses bois. « Lady Agatha », traîna Alistair. Sa voix était dangereusement douce. « Vous violez ma propriété, et vous mettez de la neige sur mon sol. » Agatha tressaillit à son ton, mais le désespoir alimenta sa bravade. Elle s'avança plus loin dans la pièce, ses filles la suivant. « Je suis ici pour la justice, votre grâce », exigea Agatha, sa poitrine se soulevant. « Vous avez pris ma pupille. Vous avez ruiné sa réputation, et par extension, vous avez ruiné les perspectives de mes filles légitimes. Clara s'est vue refuser une danse par Lord Mosley la semaine dernière, parce que l'odeur du scandale de Nora s'accroche à notre nom. Une tragédie, dit Alistair d'un ton plat. Mosley est un idiot avec le menton d'une truite. Clara a eu de la chance. Maintenant, sortez. Le visage d'Agatha se marbra de rage. Vous ne me renverrez pas. Je connais la loi. Nora n'est pas mariée. Elle est légalement liée à ma maison. Je la ramène à Londres aujourd'hui. Et si vous essayez de m'arrêter, j'irai voir le magistrat. Je dirai aux tribunaux que le duc de Westland a enlevé une dame de bonne famille et la retient contre sa volonté. Nora se leva. Ses jambes semblaient creuses, la vieille terreur familière lui griffant la gorge. Agatha, arrêtez. Vous vous ridiculisez. Fermez votre bouche, claqua Agatha en pointant un doigt ganté vers elle. Espèce d'ingrate, vous m'avez tout coûté. Les couturières exigent d'être payées. Le boucher refuse mon crédit. La société nous a tourné le dos parce qu'ils pensent que je vous ai vendu à un monstre. Nora cligna des yeux. Les pièces s'emboîtèrent dans son esprit analytique. Ce n'était pas une question de moralité. Ce n'était pas une question de réputation. C'était une question d'argent. Le piège d'Agatha avait échoué. En ne renvoyant pas Nora en disgrâce, Alistair avait laissé le récit d'Agatha en suspens. La société n'avait pas pitié d'Agatha. Il la soupçonnait d'avoir négocié un accord bon marché et scandaleux.
Agatha se tourna de nouveau vers le duc. Elle leva le menton. Il y a bien sûr un moyen d'éviter le magistrat, votre grâce. Un règlement pour le préjudice causé au nom de ma famille. 10 000 $. Une bagatelle pour vous. Vous me payez, je la laisse ici pourrir, et je déclare publiquement qu'elle est morte pour moi. L'extorsion flotta dans l'air, laide et nue. Alistair la fixa. Le tic-tac de l'horloge du manteau semblait anormalement fort. Il baissa lentement les mains. Il repoussa sa chaise et se leva. Il ne favorisa pas sa mauvaise jambe. Il se redressa de toute sa hauteur terrifiante. 10 000 $, répéta Alistair. Pour la perte de sa vertu, confirma Agatha, ses yeux brillants de cupidité. Alistair contourna son bureau. Il passa devant Agatha, l'ignorant complètement, et s'arrêta devant Nora. Il la regarda. Ses yeux ambrés étaient illisibles, dépouillés de toute la chaleur à laquelle elle s'était habituée. « Mademoiselle Hawthorne, dit-il doucement, ouvrez le tiroir du bas de mon bureau. » Nora fronça les sourcils, mais elle obéit. Elle passa derrière son bureau, tira la lourde poignée en fer du tiroir du bas et trouva une épaisse pile de documents en vélin, attachés par un ruban noir. « Apportez-les ici. » Nora lui apporta la lourde pile. Alistair la prit. Il se tourna vers Agatha et jeta le paquet sur la petite table entre eux. Il atterrit avec un bruit lourd et final. « Qu'est-ce que c'est » ricana Agatha. « Mon avocat londonien est un homme très méticuleux, » dit Alistair, sa voix tombant à un registre rauque qui fit doucement gémir Clarara près de la porte. « Quand une femme essaie de jouer avec mon nom, j'enquête sur elle. Il a fallu 3 jours à mon homme pour découvrir vos comptes. Vous êtes en faillite, Lady Agatha. Le domaine de votre défunt mari a été hypothéqué jusqu'au cou pour payer vos robes de soie et vos dettes de jeu. » Le visage d'Agatha perdit toute sa couleur. La poudre ressortait en relief sur sa peau soudainement grise. Alistair défit le ruban noir. « Ce sont vos billets à ordre, ceux détenus par le boucher, la couturière, le carrossier et les 3 prêteurs sur gage de Cheapside qui menaçaient de reprendre vos meubles. Je les ai tous achetés. »« Vous? Quoi ?» murmura Agatha. « J'ai acheté vos dettes, » dit froidement Alistair, « jusqu'au dernier shilling. Ce qui signifie, Lady Agatha, que vous ne me dictez pas les conditions. Vous me devez de l'argent. » Il prit le premier billet et le tint au-dessus du feu. « Si vous prononcez encore le nom de Nora Hawthorne, » dit Alistair en laissant tomber le papier dans les flammes et en le regardant se recroqueviller en cendres noires. « Si vous montrez encore votre visage dans le Yorkshire, si vous osez même respirer d'une manière qui me déplaît, je réclamerai ces dettes. Je vous ferai jeter, vous et vos filles, dans la prison pour dette de Fleet avant le coucher du soleil. » Agatha fixa le feu, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. L'arrogance avait disparu, remplacée par une terreur creuse et haletante. « Maintenant, » rugit Alistair, la violence soudaine de sa voix faisant trembler les vitres des fenêtres. « Sortez de ma maison. » Agatha ne discuta pas. Elle se tourna, saisit ses filles par les bras et les traîna pratiquement hors du bureau. La lourde porte d'entrée claqua un instant plus tard. Le bruit des roues de la voiture, le gravier gelé, s'estompa au loin. Le silence qu'elles laissèrent derrière elles était suffocant. Nora se tenait près du bureau. Ses mains tremblaient. Elle les pressa à plat contre le bois froid pour les stabiliser. Elle avait passé 10 ans à avoir peur d'Agatha, 10 ans à regarder l'héritage de son père être saigné à blanc. Et en 3 minutes, Alistair avait complètement démantelé la femme. Alistair se tenait près du feu. Il respirait lourdement, l'adrénaline faisant monter et descendre ses larges épaules sous sa chemise de lin. Il passa une main sur son visage, semblant soudain incroyablement fatigué. « Je ne vous ai pas demandé de faire ça, » dit Nora. Sa voix était rauque, dépouillée de sa logique calme habituelle. Alistair tourna la tête. « Je sais. Vous avez acheté ces dettes. Vous l'avez acheté. » La gorge de Nora se serra, un goût amer lui montant à la langue. « Ce qui signifie que par procuration, vous m'avez acheté. Je ne suis plus otage de sa cruauté. Je suis otage de votre générosité. » La mâchoire d'Alistair se contracta. La cicatrice sur sa joue ressortait, nette et blanche. Il se dirigea vers elle, sa boiterie prononcée maintenant que la fureur s'était dissipée. Il s'arrêta à quelques centimètres, envahissant son espace, la forçant à lever les yeux vers lui. « Ne m'insultez pas, » dit Alistair, sa voix un râle bas et rauque. « Et ne vous insultez pas vous-même, je ne vous ai pas acheté. »
Vous avez gagné votre place ici dès l'instant où vous avez trouvé le détournement de fonds de Higgins. Vous la gagnez chaque jour où vous vous asseyez à ce bureau et forcez mon domaine à revivre. Alors pourquoi? Exigea Nora, une seule larme furieuse se libérant enfin et coulant chaude sur sa joue. Pourquoi dépenser une fortune pour acheter les dettes d'une femme que vous méprisez? Alistair tendit la main. Son pouce calleux attrapa la larme avant qu'elle n'atteigne son menton. Il ne se recula pas. Il laissa sa main lui enserrer le visage. La chaleur de sa paume, un contraste choquant avec le froid de la pièce. Parce que, dit-il doucement, elle vous a regardé comme si vous n'étiez rien, et je suis complètement fatigué que le monde soit trop stupide pour réaliser ce que vous êtes. Le souffle de Nora se coupa. Que suis-je, votre grâce? Vous êtes le seul calme que j'ai trouvé en 5 ans, murmura-t-il, en se rapprochant jusqu'à ce que la laine de sa robe effleure le lin grossier de sa chemise. Vous êtes la femme qui m'a apporté une brique chaude au lieu de la pitié. Vous êtes la seule personne qui me regarde et ne voit pas un duc brisé. Vous me voyez, tout simplement. Il laissa tomber sa main, reculant d'un demi-pas, bien que ses yeux ne la quittent jamais. Il parut soudain incertain, la vulnérabilité perçant son armure imposante. « Le scandale ne mourra pas, Nora, » dit Alistair, son ton devenant pragmatique, bien que ses yeux brûlent. Agatha est partie, mais le grand monde vous considérera toujours comme une femme déchue à cause de moi. Vous ne pouvez pas quitter Rookwood. Le monde extérieur a déjà décidé de ce que vous êtes. Je n'ai aucun désir de quitter Rookwood, répondit Nora avec ferveur. J'ai mes registres. J'ai un salaire. Alistair secoua lentement la tête. Un salaire est facilement révoqué. Un contrat de travail peut être rompu. Ce n'est pas une sécurité. Je ne vous laisserai pas vivre le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule, vous demandant si l'humeur d'un homme irritable et estropié vous laissera sans abri. Nora se figea. La logique était solide, brutalement solide, mais l'entendre le dire lui transperça la poitrine d'une pointe de panique glaciale. « Vous me renvoyez? Je vous demande en mariage. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des poids de plomb. Lourds, inamovibles, réels. Nora le fixa. « Vous détestez la société. Vous avez juré de ne jamais vous marier. »« Je déteste la société, » acquiesça Alistair. « Mais la société respecte un titre. Ils peuvent chuchoter sur une concubine jusqu'à en être enroués. Mais ils ne peuvent pas ignorer la duchesse de Westland. Ils devront s'incliner devant vous. Ils devront s'écarter dans la rue. Agatha devra vous appeler votre grâce si jamais elle ose vous écrire. » Il s'avança de nouveau. Il ne s'agenouilla pas. Ils savaient tous les deux que sa jambe ne le lui permettrait pas, et aucun d'eux ne voulait de théâtralité de toute façon. Il prit simplement ses 2 mains tachées d'encre dans les siennes, grandes et balafrées. « C'est une transaction, » dit Alistair, bien que son pouce caresse le dos de ses jointures, avec une tendresse douloureuse. « Je vous donne la protection absolue et à toute épreuve de mon nom. Je vous donne la moitié de tout ce que je possède. Je vous donne un foyer où vous n'aurez jamais à rester debout, à moins que vous ne le souhaitiez. »« Et que vous donnerai-je » murmura Nora, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Alistair la regarda. Le cynisme qu'il avait défini pendant des années se fractura complètement, laissant place à une sincérité profonde et calme. « Vous me donnez une raison de m'asseoir près du feu, » dit-il. « Vous remettez mes comptes en ordre. Vous empêchez les chiens de monter sur les meubles et vous restez. Restez, tout simplement, Nora. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard, non pas dans une grande cathédrale de Londres, mais dans la petite église en pierre pleine de courants d'air au bord du domaine de Rookwood. Nora ne portait pas de blanc. Elle portait une robe de velours vert forêt, profond et riche, qu'Alistair avait commandée directement de Paris. Ce n'était pas la robe d'une vieille fille. C'était une robe qui commandait une pièce. Il n'y avait pas d'invité aristocratique. Bates servit de témoin, pleurant doucement dans un mouchoir en lin immaculé. Et Madame Gable tenait les gants de Nora. Quand le vicaire les déclara mari et femme, Alistair n'offrit pas un baiser chaste et poli. Il attira Nora contre sa poitrine, là, dans la chapelle glaciale, et l'embrassa avec une intensité désespérée et écrasante qui avait le goût de l'air d'hiver et d'une possession absolue. Nora lui rendit son baiser, enroulant ses bras autour de son cou, s'ancrant à la seule chose solide dans son monde. La nouvelle parvint à Londres 3 jours plus tard. Ce n'était pas un scandale, c'était un tremblement de terre. Les chroniques mondaines ne savaient pas comment le présenter. La vieille fille ruinée n'avait pas été ruinée du tout.
Elle était entrée dans la fosse aux lions, avait contourné les débutantes, les héritières et les mères intrigantes, et en était sortie portant l'une des plus anciennes couronnes ducales d'Angleterre. Lady Agatha Hawthorne fut, dit-on, alitée par les nerfs pendant 1 mois, bien que tout le monde dans la société ait noté qu'elle avait discrètement déménagé dans une maison beaucoup plus petite à Bath. Peu de temps après, le printemps arriva enfin dans le Yorkshire. Le gel fondit, transformant les landes en une mosaïque brillante et vive de bruyères vertes et violettes. Nora était assise au grand bureau, en chaîne dans le bureau d'Alistair. Il s'était déplacé vers le plus petit dans le coin, affirmant qu'elle avait besoin de l'espace pour son système de classement en pleine expansion. Elle examinait les bénéfices trimestriels. Ils avaient augmenté de 12%. Le désordre de Higgins avait été entièrement éradiqué. La porte du bureau s'ouvrit. Alistair entra. Il était sorti à cheval pour inspecter les limites du domaine. Ses bottes étaient boueuses, ses cheveux ébouriffés par le vent, et les lignes dures de douleur autour de sa bouche s'étaient remarquablement adoucies au cours des derniers mois. Hector trottait sur ses talons, s'effondrant immédiatement près de l'âtre avec un lourd soupir. Alistair se dirigea vers le grand bureau en chêne. Il appuya sa hanche contre le bord, ignorant la boue qu'il transférait sur le bois, et regarda sa femme. « Vous mauditez encore, votre grâce ?» demanda-t-il, un gravier taquin familier dans sa voix. Nora leva les yeux, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'était un beau sourire, complètement libéré des ombres défensives qui l'avaient autrefois hanté. « Il faut bien que quelqu'un le fasse », répondit Nora, en tapotant sa plume contre le registre. « Vous avez dépensé une somme exorbitante pour les nouveaux chenils. Les chiens avaient froid. Les chiens ont des manteaux plus épais que les moutons. » Il rit, un son profond et résonnant qui remplit la pièce. Il tendit la main, lui arracha la plume des doigts et la jeta sur le buvard. Il attrapa sa main, la tirant du lourd fauteuil en cuir. « Les chiffres peuvent attendre », dit Alistair en l'attirant dans ses bras. L'odeur de l'air froid, du cheval et du cuir s'accrochait à lui. « Il est 3 heures de l'après-midi », murmura Nora, bien qu'elle se penchait déjà contre sa poitrine. « Je suis un duc », dit Alistair contre ses cheveux, ses bras s'enroulant fermement autour de sa taille. « Je peux être irresponsable à 3 heures de l'après-midi si je le souhaite. » Nora posa sa tête sur son cœur, écoutant le battement régulier et fort. Elle pensa au voyage en voiture sous la pluie, à la cape usée, aux 4 shillings dans sa poche. Elle pensa à la blague que sa belle-mère avait montée, conçue pour la détruire. C'était une blague cruelle. Mais alors que les lèvres d'Alistair se pressaient sur son front, chaudes et farouchement protectrices, Nora décida qu'elle aimait beaucoup le mot de la fin. Le triomphe satisfaisant de Nora et Alistair sur Lady Agatha vous a-t-il fait exulter? Il n'y a rien de mieux que de voir l'opprimé, calme et résilient, obtenir exactement ce qu'il mérite, surtout quand cela implique un duc grincheux et farouchement protecteur. Si vous avez aimé cette romance historique poignante et réaliste, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les héroïnes brillantes et compétentes et les héros marqués par la vie, qui font chavirer les cœurs. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine fiction audio immersive. Dites-moi quel a été votre moment préféré dans les commentaires ci-dessous.